Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les animaux ont-ils des capacités extraordinaires? En Allemagne, un poulpe prédit les gagnants de plusieurs matchs de la Coupe du monde de soccer. Comment? On ne s'attendait pas à ce que ces prédictions se confirment. Ce poulpe est-il un voyant? En Écosse, plus de 50 chiens meurent après s'être mystérieusement jetés d'un même pont. Les scientifiques sont perplexes. Ses pattes n'ont même pas touché le muret. Ces chiens étaient-ils suicidaires? Ou était-ce l'œuvre d'une force obscure? Et en Oklahoma, un chat domestique parcourt 2200 km pour retrouver ses maîtres. L'idée qu'il puisse revenir par lui-même ne m'a même jamais effleuré l'esprit. Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. Vous connaissez ma fascination pour le règne animal et les incroyables bêtes qui vivent avec nous sur Terre. Mais qu'en savons-nous au juste? Eh bien, pas mal de choses en fait. L'orignal, par exemple, est le plus grand représentant de la famille des cervidés. Il a 32 dents et 27 paires de chromosomes, contre 23 chez les humains. Ou encore le dauphin, qui dort un œil ouvert et peut vivre jusqu'à 40 ans et a un cerveau plus gros que celui d'un singe, et de plusieurs de mes connaissances à Hollywood. Et sans oublier le mouton. Mais je n'ai qu'un abruti. Mais qu'en est-il des créatures qui nous sont moins familières, comme ce poulpe? On sait qu'il a 3 cœurs, est dépourvu de squelette et a le sang bleu. Mais il y a plus étonnant encore. C'est aussi un voyant. Le 13 juin 2010. Tandis que l'Allemagne se prépare à accueillir la prestigieuse Coupe du monde de soccer, l'aquarium de la ville d'Oberhausen est sur le point de faire un coup de publicité exceptionnel. L'aquarium se servira de son poulpe en résidence, du nom de Paul, pour prédire l'équipe gagnante de chaque match disputé par l'Allemagne. Oliver Valenciak est conservateur à l'aquarium Sea Life. On a demandé à Paul de faire des prédictions pour distraire les visiteurs et faire parler de nous dans la presse régionale. L'idée est simple. Présenter aux poulpes 2 boîtes de plexiglas ornées du drapeau des 2 équipes et contenant chacune une moule, la friandise préférée de Paul. Celui-ci n'aurait ensuite qu'à soulever le couvercle pour accéder à la moule à l'intérieur. Une fois les boîtes dans le bassin, Paul n'avait plus qu'à faire son choix et à manger la moule de l'équipe gagnante. La fièvre de la Coupe du monde bat son plein en Allemagne et les paris vont bon train sur l'issue des matchs. Mais à l'aquarium, les attentes ne sont pas très élevées envers Paul, qui n'a jamais fait preuve de talent particulier à ce jour. Quand j'ai vu Paul, je l'ai trouvé magnifique, mais rien ne le distinguait des autres poulpes que j'avais déjà rencontrés. La première prédiction de Paul ne fait pas de vague. Les médias n'y ont pas porté attention, exception faite de la presse régionale qui en a publié quelques photos. Oliver n'est même pas certain que le poulpe, qui n'a jamais été entraîné pour réaliser des tours, se prêtera au jeu. La partie contre l'Australie était un test pour voir si Paul réagirait comme on s'y attendait. Au grand étonnement d'Oliver, non seulement Paul se prête au jeu, il prédit correctement l'équipe gagnante, l'Allemagne. J'ai cru que c'était un coup de chance. Survient ensuite un événement qui soulève le doute d'Oliver sur les capacités de ces créatures aquatiques. Paul fait une autre prédiction. Et une autre. De fil en aiguille,
Le bruit court qu'un poulpe semble connaître le résultat des parties avant même qu'elles soient jouées. Le personnel a dû reconnaître qu'il se passait quelque chose. Avant le 8e de finale, qui oppose l'Allemagne et l'Angleterre, Paul est devenu une sensation médiatique. Toute la presse internationale voulait des entrevues. Même le Washington Post a publié un article sur Paul. Étonnamment, Paul semble conscient de l'engouement qu'il suscite et a même l'air d'y prendre goût. Quand les premiers journalistes se sont présentés devant sa vitrine, il a commencé à jouer avec eux. Il a réellement pris plaisir à les divertir. Mais jamais Oliver n'aurait pu deviner ce qu'il attendait ensuite. Paul continue de voir juste et prédit la victoire de l'Allemagne contre l'Angleterre, le Ghana et l'Argentine. Contre toute attente, il prédit l'équipe gagnante de 5 parties sans se tromper. Le personnel de l'aquarium est stupéfait. Personne ne comprend comment une créature au cerveau gros comme une noix de Grenoble peut rivaliser avec les meilleurs preneurs de paris du monde. Il n'y a aucune explication scientifique. Mais tous ne se réjouissent pas du talent de Paul. Les partisans des équipes perdantes le blâment pour les défaites et exigent qu'il soit cuit et mangé. Les premières menaces de mort sont survenues après la victoire de l'Allemagne contre l'Argentine. Paul se retrouve une fois de plus dans l'eau chaude alors qu'il prédit la défaite de l'équipe locale, l'Allemagne, contre l'Espagne. Mais il a encore raison. À l'approche de la finale, la folie médiatique entourant Paul atteint son paroxysme. Imaginez 150 journalistes prêts à diffuser en direct devant le bassin de Paul. Quand j'ai installé les boîtes, j'ai prié pour qu'ils fassent quelque chose. N'importe quoi. 700 millions de personnes attendent la finale entre l'Espagne et les Pays-Bas. Paul fait sa dernière et plus importante prédiction. Il mange la moule dans la boîte, arborant le drapeau espagnol. Tout le monde était impatient de connaître l'issue de la partie. Une fois de plus, Paul voit juste. Encore aujourd'hui, Oliver est perplexe devant l'étonnante capacité du poulpe. Des milliers d'animaux ont fait le même exercice pendant la Coupe du monde de 2012. Mais à ma connaissance, Paul est le seul à avoir prédit 8 parties correctement. Allez, dis-leur. Désolé. C'est tout de même formidable. Si un poulpe peut prédire l'issue de parties de soccer, imaginez tout ce qu'il peut faire. Voici Jeff. Jeff, dis-moi la combinaison de loterie gagnante. Allez, Jeff. La combinaison gagnante. Il est un peu timide. Essaie encore. Quelle est la combinaison gagnante à la loterie? Très bien. Rendez-vous dans mon assiette. Comment un poulpe a-t-il pu prédire les gagnants? Ces bêtes peuvent-elles prédire l'avenir? Jennifer Mather, de l'université Lethbridge, étudie le comportement des poulpes depuis plus de 30 ans. Les poulpes sont très intelligents. Ils sont très amusants car ils persévèrent dans la résolution de toutes sortes de problèmes. Elle ne croit pas que Paul connaisse l'avenir, et encore moins qu'il puisse prédire l'issue d'une partie de soccer. Les poulpes n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le soccer et de l'engouement que suscite la Coupe du monde. Selon elle, ils essaient simplement de trouver le meilleur moyen de se nourrir. Les poulpes en captivité doivent trouver de nouveaux moyens de se nourrir. Alors, ils font du repérage et essaient de tirer le maximum de la situation. Plus encore, Jennifer croit que les drapeaux n'ont eu aucune influence sur le choix de Paul. La plupart des gens ignorent que les poulpes sont daltoniens. Le fait que le drapeau allemand soit rouge, noir et jaune n'a aucune importance pour le poulpe. Si les drapeaux n'ont rien à voir, comment alors a-t-il fait son choix? Jennifer est persuadée que les poulpes ont une capacité sensorielle unique. Grâce à des récepteurs situés sur ses tentacules, Paul pouvait littéralement sentir la présence des moules avant même d'ouvrir les boîtes. Les poulpes sont très sensibles aux signaux chimiques.
Paul savait que chaque boîte contenait une récompense. Cela explique-t-il la constance dans les prédictions de Paul, qui a, la plupart du temps, jeté son dévolu sur la boîte de droite, qui s'est aussi avérée être celle de l'équipe gagnante. Les animaux en captivité répètent les comportements pour lesquels ils sont récompensés. Sachant qu'il obtiendrait une moule, Paul a répété le même geste. Si Paul savait qu'il trouverait une moule dans la boîte de droite, pourquoi a-t-il parfois choisi celle de gauche? Peut-être qu'il s'ennuyait et a tout simplement décidé d'aller voir dans l'autre boîte pour savoir ce qu'elle contenait. Les poulpes sont comme nous. Ils sont très curieux. À en croire Jennifer, c'était une situation gagnant-gagnant pour Paul, ou du moins pour son estomac. Mais cela n'explique toujours pas son succès. Par quel miracle Paul a-t-il réussi cet exploit? Il y a une explication logique derrière tout ça. Un poulpe prédit l'issue des parties de la Coupe du monde de soccer. Est-ce un voyant ou ne cherche-t-il qu'à se mettre une moule sous la dent? Radu Cryu est professeur de statistique à l'Université de Toronto et fervent amateur de soccer. Les prédictions de Paul ne m'ont jamais beaucoup impressionné. Il y a une explication logique derrière tout ça. Il croit connaître le secret du succès de Paul. Tout est une question de probabilité, autrement dit, du calcul de la possibilité qu'un événement survienne ou non. Ces prédictions relèvent très exactement du même principe que pile ou face. Les chances de succès sont donc de 50%. Mais Paul a deviné le résultat de 8 parties consécutives. Ses chances de réussite devaient être énormes. Pour le savoir, Radu dresse un arbre de probabilité pour représenter chaque prédiction de Paul. Le résultat est étonnant. La probabilité que ce poulpe prédise correctement 8 parties consécutives était de 1 sur 256. Ce qui n'est vraiment pas énorme quand on pense que c'est le fruit du hasard le plus complet. Les prouesses de Paul sont-elles si exceptionnelles? Peut-être. Un autre élément crucial entre en ligne de compte. Radu souligne que Paul n'était pas le seul animal à faire des prédictions lors de la Coupe du monde. En fait, des centaines d'animaux partout dans le monde essayaient d'en faire autant. Certains parlent d'animaux oracles, mais il faut comprendre que beaucoup d'autres animaux ont tenté l'expérience et ont échoué. Selon Radu, parmi tous les animaux qui se sont prêtés au jeu, au moins un allait forcément voir juste. C'était prévisible. Que ce soit le hasard ou la chance, ça devait arriver. Les chances étaient minces, mais ce n'était pas impossible. La morale de l'histoire, selon lui? S'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que Paul a eu une chance inouïe. N'était-ce qu'un coup de bol? Ou y a-t-il une autre explication? L'auteur et défenseur des animaux, Steve Kotler, écrit sur les capacités cognitives des animaux depuis près de 20 ans. Je travaille tous les jours avec une trentaine d'animaux et je peux vous dire avec certitude qu'on en sait encore très peu sur le monde animal. Il n'écarte pas la possibilité que Paul, le poulpe, soit un oracle. Je crois qu'il faut garder l'esprit ouvert à l'idée que ce poulpe, tout comme d'autres animaux, ait des capacités qui nous échappent. Chaque fois que l'homme a pensé que les animaux étaient dépourvus d'une capacité en particulier, le recours à des outils, le langage, le deuil, l'amour, chaque fois qu'on a cru les animaux incapables de tout cela, on a fini par découvrir le contraire. Steve Kotler soutient que de récentes découvertes ont apporté un nouvel éclairage sur le royaume animal. Les éléphants sont la preuve vivante que les animaux peuvent avoir des capacités encore mystérieuses pour l'homme. Au début des années 1980, des chercheurs ont découvert que les éléphants émettaient des ultra-basses fréquences. Leur estomac émet des ultra-basses fréquences subsoniques. Ces sons parcourent des centaines de kilomètres pour permettre aux éléphants de communiquer entre eux. Il semble qu'ils les captent grâce aux terminaisons nerveuses de leurs pieds. Steve croit qu'un mécanisme similaire est à l'œuvre à l'aquarium et que Paul a lu dans la pensée des personnes qui l'entourent. La majorité des gens dans la pièce espéraient qu'ils choisissent le drapeau allemand. Je crois qu'il a senti leurs vibrations et réagi en conséquence. En plus de prédire l'avenir, Paul serait-il télépathe?
On ne comprendra jamais pleinement les poulpes. On n'a pas 8 tentacules. On ne vit pas sous l'eau et on ne projette pas d'encre. On ignore toutes ces bêtes. C'est pourquoi il faut être ouvert à toutes les possibilités. Une sorte de don a-t-il permis à Paul de deviner les vainqueurs de la coupe? N'a-t-il eu qu'un coup de chance ou ne cherchait-il qu'à combler un petit creux? Quoi qu'il en soit, tout ça est décidément très étrange. Vous vous demandez ce que pensent vos animaux de compagnie? Vous croyez le savoir, n'est-ce pas? Puisqu'ils répondent quand on leur parle. Regardez, Fluffy, tu veux des biscuits? Tu veux faire une promenade? Fluffy, mon ami, tu m'aimes, n'est-ce pas? Il ne pense qu'à manger, se promener et me vouer tout son amour. Voilà tout ce qu'il faut pour le rendre heureux. Mais tous les chiens ne sont pas comme lui. Certains ont des secrets si obscurs qu'ils vont jusqu'à se donner la mort. Tu as dit quelque chose? En mars 2005, à Dumbarton en Écosse, Donna Cooper fait une promenade avec sa fille et leur chien, Ben. Elle visite un domaine du 19e siècle, en périphérie de la ville. On se promenait depuis environ 2 heures quand, sur le chemin du retour, on a traversé ce pont. Donna ne veut pas que sa fille Emma s'éloigne sur le pont. Préoccupée par sa fille, Donna quitte son chien des yeux un instant. Je me méfie toujours des ponts, mais le chien ne me quitte pas d'une semelle habituellement quand je lui ordonne de rester au pied. Avant même que Donna puisse réagir, Ben accourt vers le pont. La réaction de son chien la laisse sans voix. Il a bondi dans les airs et s'est élancé dans le vide. Ses pattes n'ont même pas touché le muret. Il s'est littéralement jeté en bas. C'est arrivé si vite, on n'a eu aucune chance de le rattraper ou de l'en empêcher. Donna se précipite dans la gorge de 15 mètres au secours de son chien blessé. Il a atterri tout au fond du ravin. Il avait la mâchoire, les pattes, les côtes et la colonne cassée. On n'a malheureusement rien pu faire pour lui. Donna ne comprend toujours pas ce qui a poussé son chien à sauter. Ce n'était pas un chien de travail. Il était très intelligent et bien dressé. Il était très heureux. Je ne vois vraiment pas ce qui l'a poussé à faire ça. Plus troublant encore, Ben n'est pas le premier à agir de la sorte. Depuis les années 1950, plus d'une cinquantaine de chiens se sont donné la mort en sautant du pont d'Overtoun. Une série d'incidents que s'expliquent mal leurs maîtres, les vétérinaires et les scientifiques. Tout le monde a sa théorie ou sa petite idée là-dessus. C'est quand même étrange qu'autant de chiens aient eu cette réaction. Mon Dieu, c'est affreux. Des chiens suicidaires, la dépression canine, une meute qui se fait harakiri sans même laisser de notes. Il faut que ça s'arrête. Il faut faire quelque chose. Il n'y a qu'un moyen, aller au fond de cette histoire et trouver ce que ces chiens avaient sur la conscience. Parle-moi de ton enfance. Cette thérapie est pour ton bien. Pourquoi Ben est-il mort? Les chiens ont-ils les émotions complexes qui les pousseraient à vouloir en finir? Les chiens peuvent être déprimés pour plusieurs raisons. Plusieurs chiens meurent mystérieusement en sautant d'un pont d'un village écossais. Se sont-ils donné la mort? Le psychologue Stanley Coren étudie les relations hommes-animaux depuis plus de 40 ans. Je ne crois pas qu'un chien puisse être suicidaire. Il peut se tuer accidentellement, mais pas planifier délibérément sa mort.
Selon lui, le suicide va à l'encontre de l'instinct canin. Les chiens ont une incroyable volonté de vivre. Un animal piégé ira jusqu'à se ronger la patte pour continuer à vivre. Selon lui, un chien adulte aurait l'âge mental d'un enfant de 2 ans. Les chiens peuvent ressentir la joie, la tristesse, la peur, la colère et la surprise, mais ils n'éprouvent aucune émotion complexe acquise, comme la culpabilité, la honte ou ce genre de sentiments. Des études scientifiques montrent toutefois que les chiens peuvent ressentir une forme de dépression. Les chiens peuvent être déprimés pour plusieurs raisons. Par exemple, l'isolement, car ce sont des animaux très sociables. La perte d'un maître qu'ils affectionnaient beaucoup. Toutes sortes de choses peuvent amener un chien à être déprimé. Mais la dépression canine peut-elle pousser au suicide? Les gens qui se suicident ont généralement l'impression que la vie est insupportable et que leur situation n'a aucune chance de s'améliorer un jour. Leur seul moyen d'y échapper est de mettre fin à leur jour. Les chiens sont incapables de cette réflexion. Si les chiens ne peuvent penser au suicide, pourquoi Ben s'est-il jeté en bas du pont? Y a-t-il une autre explication? L'enquêteur du paranormal Archibald Lowry a une étonnante théorie pour expliquer le suicide des chiens écossais. Il est persuadé que le pont d'Overtoun a été le théâtre d'un horrible crime dans un lointain passé. Il croit que la clé du mystère est toujours sur place. La mémoire psychique et donc les souvenirs restent prisonniers de l'endroit où ces événements se sont déroulés en premier lieu. Archibald et sa partenaire Frances Ryan croient que des forces surnaturelles obscures pourraient être à l'origine de ces morts. Pour la première fois, ils tenteront de communiquer avec les fantômes du pont d'Overtoun pour découvrir la vérité. J'ai proposé à Francis d'enquêter sur l'affaire puisque personne ne semblait avoir d'explication satisfaisante. Une fois sur le pont, Frances entre en transe. Je vois la brume s'avancer. La forme est encore floue. Je ne vois pas clairement ce que c'est. Je sens la brume et une sorte d'énergie m'envelopper. Presque immédiatement, elle a une vision à glacer le sang. Elle a vu un grand cheval noir. Je sens quelqu'un venir vers le pont. Un cavalier montait le cheval. Un jeune homme. Frances voit un jeune homme du nom d'Edward qui vivait dans le manoir d'Overtoun au siècle dernier. Ce jour-là, il participe à une chasse au renard qui le mène sur le pont d'Overtoun. Il semble très fonceur et puissant. Edward a soufflé dans son corps de chasse et les chiens l'ont suivi, comme ils ont été dressés pour le faire. Mais ce n'est pas un corps comme les autres. Le son qui en sort est si aigu que seuls les chiens peuvent l'entendre. Le son émis par le corps était inaudible pour les humains, car l'instrument avait été conçu pour que seuls les chiens puissent l'entendre pendant la chasse. Tout à coup, l'un des chiens devient fou furieux et attaque le cheval du jeune homme qui est projeté au sol après une ruade. Le cavalier fait une chute. Il tombe à la renverse. Une chute, oui. Il tombe à la renverse. Oui. Edward est projeté au sol dans une chute fatale. Il est tombé à la renverse et s'est brisé le dos sur le bord du pont. Le cavalier a perdu la vie dans la fleur de l'âge. Tout ça à cause d'un chien. Il déteste les chiens. La séance d'Archibald sur le pont d'Overtoun l'amène à tirer une conclusion étonnante. Edward et son cheval sont toujours là. Non seulement croit-il le fantôme d'Edward bien vivant, il est persuadé qu'il souffle toujours dans son corps, que seuls les chiens peuvent entendre, et cela dans une visée diabolique. Entraîner les chiens vers une mort certaine. Je crois que les chiens entendent le corps sonner et lui obéissent jusque dans la mort. Un fantôme, animé par la vengeance, pousse-t-il les chiens à se jeter d'un pont en Écosse?
Le zoopsychologue David Sands croit lui aussi que quelque chose pousse les chiens à se jeter du pont, mais rien de surnaturel. Ils ne se suicident pas. Ils meurent accidentellement. Il est persuadé que les animaux sont guidés non pas par le corps d'un fantôme, mais par l'un des organes les plus sensibles de la nature, leur museau. L'odorat des chiens est des centaines, voire des milliers de fois plus puissant que le nôtre. Alors, lorsqu'ils sont sur une piste, ils la suivent à la trace jusqu'au bout. Quelle odeur pourrait pousser un chien à sauter d'un pont de 15 mètres? David Sands croit qu'il n'y en a qu'une. Une odeur si puissante et envahissante que les chiens ne peuvent y résister. Celle du vison, une bête que les chiens chassent d'instinct. Le vison est pourvu d'une glande anale qui produit une odeur tellement puissante qu'ils peuvent la détecter à près d'1 kilomètre à la ronde. Voilà une théorie intéressante. On faisait ici l'élevage de visons jusque dans les années 1960. David croit que des visons sauvages vivent encore dans le secteur et que les chiens le sentent. Les visons sont très territoriaux. Les mâles dominants marquent leur territoire pour signaler leur présence aux autres animaux. Mais si les chiens voulaient chasser le vison, pourquoi sauteraient-ils du pont au lieu de le contourner? David Sands s'est rendu sur place pour le savoir. Une fois sur le pont, je me suis mis à 4 pattes pour tenter de me représenter le point de vue d'un chien. Il obtient rapidement sa réponse. Les chiens ne voient pas par-dessus le muret. Ils ignorent même qu'ils se trouvent sur un pont. Vu la hauteur du muret de pierre, les chiens ne voient que le mur et ne se doutent pas qu'une chute de 15 mètres les attend de l'autre côté. L'explication est convaincante. La curiosité et l'instinct de chasse des chiens les auraient littéralement poussés dans le gouffre. Un ensemble de facteurs ont donc poussé les chiens à agir de façon tout à fait naturelle, tout en entraînant des conséquences désastreuses. Les chiens de Dumbarton ont-ils fait le grand saut à cause d'une odeur de vison? Leur chute a-t-elle été orchestrée par un fantôme détestant les chiens? Ou ces pauvres bêtes étaient-elles déprimées au point d'en finir? Bizarre, ou quoi? Un chat domestique parcourt 2200 km et 5 États pour retrouver sa maîtresse. J'ignore par quel miracle, mais il nous a retrouvés. C'est quand même formidable de pouvoir voyager avec nos animaux et les emmener partout où l'on va, en avion, comme en bateau. Mais tous les animaux n'ont pas cette chance, car certains propriétaires doivent s'en départir, à leur grand désarroi. Heureusement qu'on n'a pas ce problème, n'est-ce pas, Fluffy? Tu es prêt? Allons-y. Juin 1951, à Anderson, en Californie. Les Woods se préparent à déménager en Oklahoma, un long trajet de 2200 km en voiture vers l'est. Rita Colander, leur fille, a 8 ans à l'époque. Les familles de mon père et ma mère vivaient dans le même comté, en Oklahoma. On a déménagé parce que leur famille leur manquait. Comme ils sont sur le point de partir, un problème survient avec Sugar, le chat de Rita. J'adorais Sugar. On jouait toujours ensemble. Il me suivait partout où j'allais. Mais Sugar a peur en voiture. Sugar est devenu très agité et n'a pas voulu rester dans la voiture. Le père de Rita décide de se départir de Sugar. J'ai eu le cœur brisé. On a confié notre chat à la famille voisine, les Spans. Je vois encore mon amie Susan, debout dans notre entrée, avec Sugar dans les bras, tandis qu'on quittait la maison. J'ai ressenti un grand vide.
La famille emménage sur une ferme laitière de l'Oklahoma, peuplée de chats errants. Au fil du temps, Rita fait son deuil de Sugar. On avait un poney et des vaches, des animaux auxquels je n'étais pas habitué. Je crois que ça m'a beaucoup aidé à surmonter la perte de Sugar. En août 1952, 14 mois après avoir quitté la Californie, Rita et sa mère Ellen travaillent dans l'étable, lorsque survient un événement inattendu. On nourrissait les vaches dans l'étable pendant que mon père faisait la traite. Quand un chat a attiré l'attention de ma mère, il était très différent de tous les autres chats qui vivaient sur la ferme. Les autres étaient très sauvages. Ils n'étaient pas aussi affectueux. Mais ce n'est pas tout. Ellen remarque que l'animal amaigri ressemble étrangement à Sugar, le chat domestique qu'ils ont abandonné. J'étais folle de joie. Je pensais que c'était un miracle, que quelqu'un avait ramené Sugar, ou du moins qu'on l'avait retrouvé. Mais Ellen ne partage pas l'enthousiasme de Rita. Mes parents ont tout de suite affirmé que c'était impossible, même si la ressemblance était frappante. Deux mois plus tard, Ellen reçoit une lettre de son ancienne voisine en Californie. Elle contient des nouvelles du voisinage, mais aussi une révélation troublante. Sugar, son chat adoré, est porté disparu. Sugar a disparu 2 semaines après notre départ. Et ils ne l'ont plus jamais revu. Rita et sa mère sont stupéfaites. Elles commencent à croire l'impossible. Si Sugar est introuvable en Californie, se pourrait-il que le nouveau chat de ferme soit l'animal de compagnie bien-aimé de Rita? Je pensais sans arrêt à ce qu'il avait dû endurer et aux dangers qu'il avait dû affronter pendant la traversée du désert et des montagnes. J'étais tellement contente de revoir enfin mon chat. Sugar est-il vraiment parti à l'aventure? En plus du désert et des montagnes, il aurait traversé des rivières, des forêts et des plaines salées et parcouru plus de 2200 km dans 5 États, sans compter les prédateurs meurtriers, comme les serpents à sonnette, les coyotes et les aigles. Mais comment? Il devait être un sacré bon chasseur et être drôlement intelligent pour faire ce voyage et savoir où il s'en allait. J'ignore par quel miracle, mais il nous a retrouvés. Est-ce vraiment Sugar? La mère de Rita décide de trancher une fois pour toutes en soumettant Sugar à un test que lui seul pourra réussir. Depuis qu'il était chaton, il avait un petit os en saillie sur la hanche gauche. On pouvait le sentir en le caressant. C'était une malformation très inhabituelle qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les chats. Si le chat de ferme présente la même difformité, il pourrait s'agir de Sugar. Elle lui a caressé la hanche gauche et a senti l'os. Cela ne faisait plus aucun doute, c'était certainement Sugar. Quelles étaient les chances de trouver un chat de la même couleur et de la même taille, avec la même malformation? Les Woods sont abasourdis. Comment Sugar les a-t-il retrouvés? J'ignore comment un chat a pu parcourir toute cette distance et nous retrouver dans un endroit où il n'avait jamais mis les pieds. C'est un véritable mystère. Comment un chat domestique a-t-il pu traverser 5 États jusqu'en terre inconnue? Les animaux ont-ils un sens de l'orientation dont nous ignorons encore tout? On sait que les animaux ont des capacités sensorielles que nous n'avons pas.
Un chat domestique du nom de Sugar parcourt 2200 km pour retrouver ses maîtres. Comment un animal domestique a-t-il trouvé son chemin sur une si longue distance? Le neurobiologiste comportementaliste Werner Bingman croit que l'explication réside dans une faculté que la science commence à peine à comprendre. On sait que les animaux ont des capacités sensorielles que nous n'avons pas. Les oiseaux détectent le nord magnétique, les requins sentent les champs magnétiques, les chauves-souris entendent les basses fréquences, mais pas nous. Certains ont un sens de l'orientation hors pair. Werner Bingman croit que les chats domestiques auraient hérité de cette capacité de leurs cousins sauvages. Prenez les lions dans la savane africaine ou les tigres dans la jungle indienne. Ils ont un immense territoire et s'y retrouvent parfaitement. Les chats domestiques ont aussi cette formidable capacité de s'orienter pour se rendre dans des endroits qui leur sont inconnus. Il croit que Sugar est doté d'une faculté que possède aussi son repas préféré, les oiseaux. Les oiseaux s'orientent par rapport aux étoiles, aux champs magnétiques terrestres et au soleil. Comme on navigue à l'aide d'un compas pour déterminer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les oiseaux ne possèdent pas seulement une boussole intégrée. Ils ont une autre capacité extraordinaire, un GPS olfactif qui les guide jusqu'à destination. Les pigeons voyageurs parcourent des centaines de kilomètres grâce aux odeurs présentes dans l'atmosphère. Werner Bingman croit que Sugar a parcouru tout ce chemin grâce à cette même capacité olfactive. Les animaux, même à des milliers de kilomètres, peuvent détecter les odeurs et suivre les pistes que constituent ces odeurs pour retrouver leur chemin. Sugar a-t-il détecté l'odeur de ses maîtres à plus de 2000 km? C'est du moins ce que croit Werner Bingman, et il est persuadé qu'on en a encore beaucoup à apprendre sur les talents innés des animaux. Dans les 10 ou 15 dernières années, le nombre de scientifiques qui s'intéressent aux capacités cognitives des animaux a explosé. J'étudie le comportement animal depuis assez longtemps pour savoir que rien n'est impossible. Les animaux ont-ils des supersens? Les meilleurs chiens pisteurs seraient-ils en fait les chats? Ou toute cette histoire n'est-elle qu'une formidable coïncidence? Graham Pike, professeur de sciences cognitives appliquées, ne croit pas au super pif des chats. Il croit que l'explication est beaucoup plus simple. Ce n'est pas dans les habitudes des chats de voyager sur de si longues distances vers des endroits où ils ne sont jamais allés. Il ne croit pas que le chat de ferme de l'Oklahoma soit Sugar. Selon lui, il s'agit simplement d'une erreur sur la personne. J'adore les chats, et j'aimerais croire que c'était Sugar. Mais mes connaissances sur le fonctionnement de la mémoire humaine m'indiquent que ce n'était pas le même chat. Graham Pike étudie les cas d'erreur sur la personne depuis près de 20 ans. Il croit que la mémoire n'est pas fiable et se laisse facilement influencer par le pouvoir de la suggestion. La mémoire n'est pas si infaillible qu'on voudrait le croire. Les attentes peuvent avoir une énorme influence sur la mémoire. Quand on espère quelque chose très fort, on a tendance à croire que c'est arrivé. Mais c'est un défaut de la mémoire. Mais le chat de l'Oklahoma avait la même difformité que Sugar. Comment est-ce possible? Graham Pike croit que la mère de Rita ne pouvait se souvenir de la forme exacte de l'os. Les malformations de la hanche sont courantes chez les chats. N'allez pas croire que Sugar était le seul chat avec ce type de difformité. Graham Pike est convaincu qu'un autre facteur encore plus puissant a influencé la mère de Rita. La volonté de retrouver Sugar. Quand on veut tellement que quelque chose se produise, on finit par se convaincre que c'est vrai. Le plus probable est qu'une fois en Oklahoma, les membres de cette famille ont vu un chat ressemblant au leur et se sont convaincus, avec l'aide de leur mémoire, que c'était bel et bien leur chat. La morale de l'histoire, selon Graham Pike, c'est que la famille voulait un chat dont elle pourrait prendre soin, comme Sugar. Quand on veut vraiment se convaincre que le chat qu'on a sous les yeux est le nôtre, parce qu'on se sent coupable de l'avoir abandonné et qu'on aimerait en avoir un autre semblable, on finit par se convaincre que c'est bien lui. Le chat de l'Oklahoma n'était-il qu'un imposteur? Comment alors expliquer les dizaines d'autres cas semblables? Les chats vivent dans un monde que l'on pourrait qualifier de paranormal. La vétérinaire Myrna Milani est zoopsychologue.
Je crois que l'attachement entre l'homme et l'animal exerce une puissante force d'attraction comparable à celle de la gravité terrestre. Madame Melanie croit que la clé du mystère se trouve dans l'une des branches de la science les plus mystérieuses pour l'homme, la physique quantique. Elle est persuadée que le lien entre Rita et son chat est la même force mystérieuse qui permet l'alignement des plus infimes particules de l'univers en les réunissant, même à des millions de kilomètres de distance. Einstein appelait cela une force distante obscure, car elle ne répond pas aux lois de la physique. C'est improbable, mais c'est possible. Je crois que c'est ce qui s'est produit dans le cas qui nous intéresse. Oh là, oh là, oh là, oh là, attendez une minute. J'anime cette émission depuis 3 ans. Et à en croire cette dame, tous les mystères s'expliqueraient par la physique quantique. Pour être franc, elle pourrait m'expliquer pendant des heures et je n'y comprendrais toujours rien. Une force obscure? Quel genre de force? Provoquée par des électrons? Quelqu'un peut me dire ce que ça signifie au juste? Ah. Myrna Milani croit qu'une forme de communication entre particules subatomiques expliquerait l'aventure de Sugar. Sugar a retrouvé la nouvelle maison de ses maîtres car un lien très fort les unissait. Un signal clair, comme un signal radio. Le chat l'aurait capté et l'aurait suivi. Les chats ont-ils un sens de l'orientation unique? Un lien invisible les unit-il à leur maître pour l'éternité? Ou Sugar a-t-il tout simplement berné tout le monde? Bizarre, ou quoi? Voilà 3 histoires de facultés animales pour le moins étonnantes. En Allemagne, un poulpe prédit les gagnants de la Coupe du monde de soccer. Cette créature aquatique peut-elle prédire l'avenir? En Écosse, des chiens se jettent mystérieusement d'un pont. Étaient-ils suicidaires? Et en Oklahoma, un chat parcourt des milliers de kilomètres pour retrouver ses maîtres. Les félins ont-ils des supersens? Ces faits vécus prouvent-ils que les animaux ont des pouvoirs extraordinaires? Peut-on faire fi de leurs incroyables exploits? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.